Épisode Cocteau, premier prompteur. Chapitre 1 Saint-Cloud, 17 jours. Un homme entre en clinique pour s'arracher à une drogue. Il en ressort avec un chef-d'œuvre. Et nous, en 2026, on signe ses imitations. Décembre 1928, clinique de Saint-Cloud, banlieue ouest de Paris. Un homme de 39 ans entre se faire soigner d'une drogue qu'il fume depuis bientôt 5 ans. Il s'appelle Jean Cocteau. L'opium est entré dans sa vie un jour précis, janvier 1924, le jour où son amant, Raymond Radiguet, est mort à 20 ans d'une typhoïde foudroyante, en laissant derrière lui un roman qui marquera le siècle. Cocteau a commencé à fumer à la sortie de l'enterrement. 5 ans plus tard, une première cure n'a pas tenu et il est de retour à Saint-Cloud pour essayer encore. Là, en clinique, il fait quelque chose d'invraisemblable. Pendant les 5 mois où il est interné, entre 2 crises de manque, il écrit un roman. Il l'écrit en 17 jours. Le roman s'appelle « Les enfants terribles ». Aujourd'hui encore, c'est l'un des grands textes du XXe siècle français. Dans le journal qu'il tient en parallèle, il sera publié sous le titre « Opium ». Cocteau explique ce qui se passe. La drogue, écrit-il, donne forme à l'informe. Elle ne crée pas l'œuvre, elle ouvre la vanne. Et lui, en cure, sent sa capacité de communiquer lui revenir au moment exact où sa toxicomanie reflue, comme si l'opium avait été à la fois la condition de l'écriture et son obstacle. Garde cette image en tête, parce qu'en 2026, des dizaines de millions de personnes en font une version industrielle. Plus de cliniques, plus de pipes, juste un onglet ouvert, une phrase tapée, et de l'autre côté, un dispositif branché sur une bibliothèque latente plus vaste qu'aucune bibliothèque humaine, qui renvoie une forme qu'on n'aurait pas trouvée seule, ou pas si vite. L'opium de Cocteau faisait exactement cette promesse, et il l'a payé 16 ans, du jour de la mort de Radiguet jusqu'à la cure définitive que Jean Marais lui imposera en décembre 1940, c'est presque 2 décennies de rechute et de stations en clinique. L'œuvre s'écrit pendant ce tunnel, et elle emporte les marques partout. L'épisode qu'on commence aujourd'hui ne parle pas de drogue, il parle d'un geste. Le geste de faire passer une forme à travers une surface qu'on ne maîtrise pas soi-même. Cocteau a passé sa vie à formaliser ce geste, et il nous a laissé un mode d'emploi, avec ses promesses et sa facture. Chapitre 2 La boule de poison. Le roman finit comme la cure aurait dû finir. Quelqu'un meurt de la chose qui faisait écrire. Les enfants terribles se ferment sur une scène d'Argelos, l'élève admiré de l'école, celui qui au début du roman avait blessé Paul d'une boule de neige durcie d'un caillou. D'Argelos revient, mais cette fois il ne ramène pas une boule de neige, il ramène une boule d'opium. Paul l'avale et meurt. Élisabeth, sa sœur, comprend ce qu'elle a fabriqué autour de lui pour le retenir et se tue à son tour. Le roman boucle. Au début une projection de neige, à la fin une drogue noire. Le même geste par la même main qui passe d'un jeu d'enfant à un poison. Et celui qui écrit cette boucle est un homme qui sort tout juste d'une cure de la même drogue, qui plonge dans son propre journal pour comprendre ce que la substance fait à un cerveau et qui, en 17 jours, transpose le mécanisme dans la fiction. Personne, dans l'histoire littéraire française, n'a écrit aussi clairement la facture d'un outil qui fait sortir des formes, maintenant transpose. En 2026, des équipes entières ont pris l'habitude qu'une partie du travail créatif passe par un modèle. La proposition commerciale dictée à GPT, le visuel sorti de Midjourney ou de Sora 2, le brouillon de notes stratégiques relu par Claude. Selon le bilan que publie le secteur cette année, environ 3/4 des vidéos marketing seront IA générées ou IA assistées d'ici la fin de l'année. 3/4. Et personne ne demande à ses équipes ce qu'elles deviennent quand on coupe l'outil. Cocteau, lui, a vécu cette coupure dans sa chair. Dans Opium, il écrit une phrase qui dit tout en une image. Fumer l'opium, écrit-il, c'est quitter le train en marche. Le train continue de rouler, lui descend. Quand il remonte, le train est plus loin. Et quand on coupe le modèle à un cadre qui a pris l'habitude d'écrire avec, il découvre exactement la même chose, que le train est plus loin sans lui. Ce n'est pas une morale, c'est une mécanique. Le sujet n'est pas de savoir si on doit utiliser l'IA, la question est déjà tranchée par le marché, mais de savoir ce qu'on signe quand on l'utilise. Parce que la signature est précisément ce que les enfants terribles mettent en scène. Le roman porte le nom de Jean Cocteau sur la couverture, mais il a été dicté, en partie, par un état chimique. Et Cocteau est honnête là-dessus. Il signe une formule qui tient encore aujourd'hui pour les modèles. Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Chapitre 3 Le miroir comme protocole. Dès 1930, Cocteau filme le geste qu'on fera tous les jours en 2026. Il a juste un siècle d'avance. Janvier 1930, Cocteau a 40 ans. Il n'a aucune compétence technique en cinéma. Ce n'est pas une figure de style. Il ignore tout du métier, la caméra, le montage, le réglage de lumière, et il le revendique. Le vicomte Charles de Noailles, mécène, lui donne 1 million de francs et lui commande un film. Cocteau accepte et s'y prend, dit-il, comme on dessine, au fur et à mesure.
sans plan. Le film s'appelle Le sang d'un poète. Au cœur du film, une scène centrale. Une statue parle au poète et lui ordonne de plonger dans le miroir. Le poète plonge, il traverse. De l'autre côté, il découvre un monde qu'il n'a pas fait et qui pourtant lui répond. Il en ressort changé. 20 ans plus tard, Cocteau tourne Orphée et il met dans la bouche d'Heurtebise, l'ange guide, la phrase qui résume toute son œuvre. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler, comme des abeilles dans une ruche de verre. Une ruche de verre. Garde cette image, parce qu'elle est techniquement exacte. Quelque chose travaille là-dedans, dont on voit le mouvement sans voir les ouvrières. Et c'est précisément ce qu'est, en 2026, un grand modèle. Tu tapes une phrase dans un champ de saisie, de l'autre côté, à des milliers de kilomètres, dans un centre de données refroidi à l'eau, des centaines de milliards de poids latents s'activent en quelques millisecondes. Tu ne les vois pas, tu vois leurs résultats. Une ruche de verre. Cocteau, en 1950, n'avait pas le vocabulaire des réseaux de neurones. Il avait l'image juste. Et l'image tient toujours. Précision technique sur la traversée elle-même. Pour filmer la plongée dans le miroir, l'équipe de Cocteau utilise des bains de mercure, des superpositions, des inversions de pellicule, des ralentis, du bricolage de surface. Le surnaturel n'est jamais dans la machine, il est toujours dans le réglage de surface que quelqu'un décide. Aucun miroir en soi n'a jamais ouvert aucune porte. C'est le réalisateur qui place la caméra, qui choisit l'éclairage, qui décide à quel moment le poète plonge. Et c'est exactement le poste qui reste libre en 2026. Chapitre 4. La vitre, les fils noirs, le poète orchestre. Le surnaturel coûte le prix d'un fil peint en noir. Demande à Henri Alécan. Été 1945. La guerre vient à peine de finir. Cocteau commence le tournage de La Belle et la Bête. Il a réuni une équipe rare. Henri Alécan à la photo, Christian Bérard à la direction artistique, Jean Marais sous 2 maquillages, l'homme et le fauve. Et il a un problème. Comment faire apparaître à l'image une transformation quand la pellicule de 1945 ne permet aucun trucage numérique, aucun fondu propre, aucune image de synthèse? Alécan propose une solution d'une simplicité brutale, une vitre. On place une vitre entre la caméra et les acteurs. On met Marais sans maquillage d'un côté, sa doublure maquillée en bête de l'autre côté. Et on joue sur l'éclairage. Éclaire fort le premier, c'est l'homme qu'on voit à l'image. Bascule la lumière sur le second, c'est la bête qui apparaît. La transformation se fait dans le réglage, pas dans la chair. Tout le film est construit comme ça. Les chandeliers vivants du château, ces fameux chandeliers qui se tendent vers la belle dans le couloir, ne sont accrochés à rien de magique. Ils sont suspendus à des fils peints en noir, devant un mur noir. Le collier de perles qui se forme dans la main de la bête est simplement filmé à l'envers. Et personne, à l'écran, ne voit le fil, ni la marche arrière. Tout le monde voit la magie. Aragon, lui, voyait le mécanisme. Il a forgé pour Cocteau une formule qui tient, poète-orchestre. Parce que Cocteau refusait l'étiquette du métier. Cinéaste, romancier, c'était pour lui des fonctions de surface. Au fond, il se vivait comme poète, et tout le reste, du ballet à la fresque d'église, n'était qu'une sortie différente d'une même sensibilité. Il l'écrivait en clair. Tout est poésie sous diverses formes. Maintenant, regarde Google en mai 2026. Au I.O. du 19, l'entreprise annonce Gemini Omni Flash, premier modèle de la famille Omni. N'importe quel format en entrée, texte, image, son, vidéo, et n'importe quel format en sortie. Une sensibilité interne unique, plusieurs sorties. OpenAI fait la même chose avec Sora 2 côté images et vidéos synchronisées. Le poète orchestre est devenu une architecture industrielle. Mais c'est là qu'il faut redevenir précis. Cocteau, qui était poète orchestre depuis l'âge de 20 ans, ne valait pas par sa polyvalence. Il valait par son angle. Il avait une obsession précise, le miroir, le seuil, ce qui passe à travers, et il l'a décliné dans tous les médiums. La polyvalence sans obsession centrale, ce n'est pas un poète orchestre. C'est un junkie multimodal qui sort une forme par jour parce qu'il peut. Le piège industriel de 2026 est exactement là. La technique est gratuite, l'angle ne l'est pas. Et aucun modèle, aucun cabinet de conseil n'a vocation à te le fournir. Chapitre 5. Ce que Cocteau enseigne aux dirigeants lucides. Une grille de lecture, 3 mouvements et une phrase à garder. Le premier mouvement est le plus simple à formuler et le plus difficile à intégrer. Le médium ne crée pas, il canalise. Cocteau le savait mieux que personne. Dans une équipe qui se met à l'IA, la question « qu'est-ce qu'on crée avec » flatte tout le monde et ne décide rien. La question qui décide est l'autre,
qu'est-ce qu'on canalise mieux qu'avant et qu'est-ce qu'on canalise moins bien sans s'en rendre compte. La seconde fait peur, c'est pour ça qu'on l'évite. Vient ensuite l'illusion du surnaturel. Quand on regarde une démo ou un modèle produit en 3 secondes une vidéo qui aurait pris 3 mois en agence, on n'assiste pas à un miracle, on assiste à un éclairage qui bascule sur une vitre. C'est le truc d'Alécan, version 1500 milliards de paramètres. La bonne question devant une démo n'est pas de savoir si c'est magique, elle est de savoir si l'on voit encore le fil peint en noir. Le jour où l'on cesse de le voir, on n'est plus opérateur, on est client. Et puis il y a la plus dure à entendre, la canalisation a un coût. Cocteau l'a payé 16 ans. Il en a tiré une œuvre dont la postérité ne se discute plus et il a fini par devoir se faire arracher la pipe par Jean Marais en décembre 1940 pour rester en vie. Pour une équipe qui prompte tous les jours, le coût ne ressemble pas à une dépendance chimique, mais le mécanisme est cousin. On perd la capacité de produire la forme sans l'outil, sans s'en apercevoir. Le train continue de rouler, on descend. Quand on remonte, le train est plus loin sans nous. La question froide, devant chaque tâche déléguée au modèle, est celle-là. Est-ce que je sais encore faire 100 ? 3 mouvements et une phrase pour la fin. Cocteau a écrit, dans le rappel à l'ordre, une ligne qu'on attribue parfois à Picasso ou à Wilde, mais qui est de lui. Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Avec l'IA générative, l'audace est obligatoire. Pas un dirigeant lucide ne peut prétendre ne pas y aller, et aucun cabinet de conseil, aucun benchmark sectoriel ne placera la limite à sa place. C'est à chaque dirigeant, à chaque équipe créative, de la placer à la main, tâche par tâche, devant chaque décision de déléguer ou non. Cocteau ajouterait sans doute autre chose. Il l'a écrit aussi. Le poète se souvient de l'avenir. Le poète, dans la grammaire de Cocteau, c'est celui qui sait regarder le miroir et voir la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre. Aujourd'hui, le dirigeant qui veut tenir doit faire exactement pareil. Apprendre à regarder le modèle pour voir ce qui travaille dedans et décider, avant tout le monde, ce qu'on lui demande et ce qu'on lui refuse. C'est tout l'écart entre prompter et signer. Vous écoutiez Cocteau, premier prompteur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.